Général Dominique Trinquant, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Bonjour. Vous allez d'abord, dans un premier temps, nous aider à y voir un peu plus clair sur ce qui s'est déroulé hier sur le sol russe. Le président Vladimir Poutine a dénoncé une attaque terroriste après que Moscou a fait état d'une incursion de saboteurs, disent-ils, ukrainiens dans une région du sud-ouest de la Russie, frontalière de l'Ukraine, ce que Kiev a immédiatement démenti. Que pouvez-vous nous dire ce matin de cette attaque considérée comme terroriste par le Kremlin? C'est un peu flou et on a besoin de votre expertise sur le sujet. Alors je pense qu'il y a deux choses. D'abord, l'expression russe, attaque terroriste. Il faut rappeler que le président Poutine est arrivé au pouvoir parce qu'il y avait une attaque terroriste de Tchétchènes qui avait causé beaucoup de morts et dont les informations qu'on a eues par la suite ont appris que c'était une opération montée par le FSB. Donc le mot de terroriste est extrêmement important pour le président Poutine pour une agression en Russie. Est-ce que ce que vous évoquez là peut avoir un effet miroir avec ce qui s'est passé hier? Oui, je pense que pour le président Poutine, c'est important de dire que une attaque terroriste, c'est la défense de la mère patrie. De l'autre côté, le récit ukrainien, ou plutôt le récit de ces Russes, puisqu'il s'agit d'un mouvement d'opposition russe, qui combat en Ukraine, et qui est allé franchir la frontière, mais a fait 3 km, 4 km, enfin pas beaucoup. Hein. Mais oui, bref, quand on dit qu'on est sur le sol russe, on est en effet à quelques kilomètres, de la frontière. Donc infiltration facile, et qui ont fait, j'allais dire, une opération plus médiatique qu'autre chose. Et qui a fonctionné visiblement, parce qu'on en parle exactement. Partout. Qui a montré qui parlait en russe d'abord, qui montrait des drapeaux et qui demandait au peuple russe de se soulever. Alors si vous permettez, je mets en parallèle aussi à ce qui s'est passé il y a quelques jours en Biélorussie, où c'est un mouvement d'opposition biélorusse, de policiers et de militaires biélorusses, qui sont allés détruire un avion, enfin, ou endommager un avion russe sur une base biélorusse. C'est-à-dire qu'il y a des mouvements d'opposition. Et nous qui disons en permanence, mais personne ne bouge dans le pays, ben là, on a des preuves qu'il y a des gens qui bougent. Alors c'est peut-être marginal, c'est peut-être pas très important, mais je crois que le fait qu'on parle en Russie de mouvements de Russes d'opposition qui vont jusqu'à faire une action armée, entre guillemets, sur le territoire russe, c'est extrêmement important. Dans le narratif? Dans le narratif, exactement. Je pense que c'est vraiment une opération médiatique, hein, avant tout. Ce qui a mobilisé d'ailleurs le président Vladimir Poutine, qui a annulé un déplacement, qui a pris la parole. Est-ce que, selon vous, vous diriez que ces saboteurs apportent finalement aussi un peu d'eau au moulin à ceux qui, à Moscou, poussent aujourd'hui à l'escalade? Oui, c'est le danger. Hein. C'est les radicaux peuvent dire, vous voyez bien, on a des éléments de déstabilisation. Bien sûr, ils accusent l'Ukraine. Ils disent c'est l'Ukraine qui rentre sur le territoire russe, etc. Il y a une espèce d'escalade, de montée en puissance, dans lequel de plus en plus l'Ukraine doit être accusée d'attaquer directement le territoire russe. Ce qu'elle se garde bien de dire. Quand vous parlez de radicaux, le premier d'entre eux reste Vladimir Poutine, ou il est encore entouré de personnalités qui poussent justement à cette escalade et à ne pas du tout rentrer dans les négociations? Non, alors je pense qu'il est poussé par plein d'autres. Alors on va pas parler de Prigojine, qui est un cas un peu particulier, le patron de Wagner. On y reviendra notamment sur Medvedev, par exemple, ou d'autres, le poussent, parce que le problème, c'est que dans ce régime, il faut être plus radical que le chef, parce que si on est moins radical que lui, on rentre dans l'opposition. Ce qu'ils font dire d'ailleurs à certains dirigeants occidentaux que si Poutine devait un jour tomber, derrière lui, ça pourrait peut-être être encore pire. On ne sait pas ce qui pourrait intervenir. Mais moi je note que ce matin, dans des nouvelles russes, on dit, je cite, si la Russie ne gagne pas dans les 6 mois, elle sera contrainte de négocier. Ça, c'est quand même quelque chose de nouveau, parce que c'est pas du tout dans le langage du président Poutine. Donc, il y a peut-être des choses qui bougent, et le président Poutine, sa réaction, ça peut être de deux sortes. Soit il exploite pour montrer et faire monter les tensions. Auprès de sa population, notamment. Auprès de sa population. Soit il est inquiet. Et il prend ça au sérieux, alors que ça aurait pu passer inaperçu. Et à cette heure, ce choix-là, cette alternative-là n'est pas tranché. Non, c'est pas tranché, mais parce que le Kremlin est une grande boîte noire, on a beaucoup de mal à voir dedans, et donc le décryptage, je ne suis pas un spécialiste du Kremlin, mais quand je suis sur les plateaux avec des spécialistes russes, eux non plus n'arrivent pas à décrypter. Alors, la transition est faite, mais est-ce que vous voyez, après cet incident-là, quelque chose de plus grave qui pourrait se préparer? Parce que certains disent que en cas de réponse, ce ne serait pas l'armée, mais le FSB qui interviendrait, qui dépend directement d'ailleurs du président Poutine. Est-ce que
votre regard de militaire peut vous faire dire que finalement la deuxième alternative est très lointaine. Ouais, elle est très lointaine. Mon regard de militaire, si vous voulez, pardonnez-moi, mais j'ai un regard, et ça va peut-être surprendre, très triste pour l'armée russe. Et que l'armée russe peut être amenée à se dire, on nous a mis dans une affaire épouvantable. Je rappelle que c'est quand même la volonté du président Poutine, il y a 1 an, de lancer cette opération-là. Nous n'étions pas vraiment préparés pour le faire. Aujourd'hui, on est en train de perdre les forces vives de l'armée russe, un nombre de généraux impressionnant qui a été tué, de jeunes officiers, de soldats, des pertes d'ailleurs qui restent assez floues. Mais... Et donc, la puissance, en plus la puissance estimée par tout le monde de l'armée russe, a disparu. On se dit, attendez, l'armée russe, elle n'est pas capable de battre l'Ukraine. Et elle voudrait être la deuxième armée du monde. Alors qu'il y a 1 an, quasiment jour pour jour, on en parlait la semaine dernière, pour les 1 an de la guerre, on se disait qu'en 72 heures, ça pourrait être plié. Donc l'armée russe a à la fois perdu de ses forces vives et surtout de son aura. Les événements d'hier font aussi écho à des événements qui se sont passés aussi ces derniers jours. On a parlé de drones ukrainiens neutralisés par les Russes, des mystérieux incendies, des fausses alertes à la bombe aussi. Est-ce que vous sentez que ce message finalement est de dire finalement de la part des Ukrainiens de cette capacité toujours à intervenir, à nuire et à mettre la pression? C'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Oui, tout à fait. Les Ukrainiens veulent montrer aux Russes, écoutez, vous nous faites très mal, d'accord, mais vous n'êtes pas à l'abri d'un certain nombre d'attaques, et vous devez sentir que c'est l'objet des attaques de drones qui vont dans la profondeur, jamais déclarées par les Ukrainiens. Oui, à aucun moment ils ne reconnaissent que ce bien sont sûr, ils ne veulent drones. pas prêter le flanc au fait que l'Ukraine nous attaque, mais ceci doit installer l'insécurité en Russie. Un message aux Russes et à Poutine au premier chef, mais aussi aux Occidentaux, en disant en gros, nous allons continuer à nous battre. Oui, alors vis-à-vis des Occidentaux, c'est plus compliqué. Parce que les Occidentaux sont extrêmement prudents sur les attaques en Russie. On a vu d'ailleurs cette prudence sur l'intervention d'avions de chasse sur le terrain. Ils ne veulent pas ce caractère escalatoire qui est revenu à plusieurs reprises. Pour schématiser un peu les choses, battre l'armée russe en Ukraine, oui, mais pas en Russie. Et il faut préserver la Russie parce que nous devrons... Il y a une crainte qu'ont beaucoup les Américains en particulier, c'est l'éclatement de la Fédération de Russie. Et ça serait terrible parce que l'éclatement de la Fédération de Russie, ça veut dire des tas de morceaux très difficiles à gérer. Alors qu'aujourd'hui, la Fédération de Russie gère cet immense empire d'une certaine façon, de main de fer, certes, mais au moins on a un interlocuteur. La difficulté, ça serait un éclatement. Et on reviendra d'ailleurs sur le point de vue des Américains qui ont promis de nouvelles munitions livrées. Et puis il y a eu cet entretien hier rapide, une dizaine de minutes entre un certain Lavrov et Blinken. Mais d'abord, je voulais revenir sur le front et notamment la situation à Bakhmout, ce qu'il s'y déroule, la chute annoncée de cette ville et cette position ukrainienne. Vous diriez que si la chute intervenait, d'abord, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça serait plus une défaite tactique ou stratégique pour les Ukrainiens? Alors, sur le terrain totalement tactique, médiatiquement, ça peut être stratégique, du moins pour les Russes. Parce que les Russes, depuis le début, parlent de cette offensive et espéraient bien peut-être l'avoir la semaine dernière, une victoire à annoncer. Et Prigojine... Qui n'intervient pas. Qui n'intervient pas, exactement. Et il y a deux affaires là-dedans. Il y a la Russie qui gagne et il y a Prigojine qui gagne. Le chef de la milice Wagner. Le chef de la milice Wagner qui en avait fait un peu un atout. Donc il avait lancé des vagues. Il a perdu énormément de soldats de Wagner là-dedans. Et pourquoi? Pour offrir une victoire et dire, vous avez vu, Wagner, je suis plus fort que l'armée russe. Là aussi, donc j'en reviens à l'armée russe qui quand même est attaquée de tous bords. Et si ceci arrive dans les jours, et arrivera dans les jours qui viennent... Vous dites ce matin que ça va arriver, la chute de Bakhmout. Oui, les Ukrainiens eux-mêmes le disent. Pourquoi? Parce que c'est une guerre d'attrition. Donc les Ukrainiens ont choisi de tenir pour que l'armée russe ait un abcès de fixation. C'est-à-dire qu'elle se concentre là, ce qui provoque beaucoup de pertes dans l'armée russe, premier point, et surtout fixe l'attention et fixe les forces... Sur un point unique. Un point unique, de façon à pouvoir préparer quelque chose ailleurs. Parce que je le rappelle, l'Ukraine n'arrête pas d'annoncer une contre-offensive. Et on va y venir, absolument. Ailleurs. Donc c'est important pour eux, mais il y a un moment où il faut dire, OK, on a rempli notre rôle, on décroche. L'important, c'est qu'il n'y ait pas de force ukrainienne qui soit prise dans la nasse, bien sûr. Mais ce décrochage n'intervient pas, et c'est ça aussi qui peut un peu surprendre, je ne sais pas, mais en tout cas...
pourquoi aujourd'hui ne se sont-ils pas retirés alors que finalement, vous le dites, c'est imminent? Pardonnez-moi, mais je suis sur le terrain, donc je ne peux pas savoir le moment où on pourra leur dire il faut décrocher. Ils veulent tenir jusqu'au bout, de façon à ce que les positions soient préparées après, que les Russes ne soient pas capables d'exploiter leur victoire, et que ça reste une victoire qui sera peut-être importante sur les écrans télévisés, mais peu importante sur le terrain. Vous en parliez, cette grande contre-offensive ukrainienne pour ouvrir une brèche entre la Crimée et le territoire russe et la volonté aujourd'hui du président ukrainien qui disait même entrevoir une victoire cette année. Ce sont ces mots. Après, faut-il le croire, faut-il l'espérer? Est-ce que vous voyez des raisons d'espérer pour les Ukrainiens sur le plan militaire que ça se produise là assez rapidement? Alors d'abord, il y a l'expression. Oui, le président Zelensky dit pour 2023, c'est en opposition avec le chef d'état-major de l'armée américaine qui dit il n'y aura pas de victoire en 2023. Donc c'est pour montrer, on n'est pas d'accord, nous on va y aller. Et tenir. Et au passage, on a trop tendance à croire que l'armée ukrainienne dépend totalement des Américains dans le renforcement, etc. Mais elle est capable de monter ses manœuvres. Et ces manœuvres, c'est elle qui les monte. Ça, c'est le premier. Elle dépend des Américains sur le renseignement et sur l'approvisionnement en armes. Mais ce que je veux dire, c'est que la manœuvre, on dit toujours, la manœuvre, c'est les Américains qui l'ont montée. Non, pardonnez-moi, les Ukrainiens ne sont pas complètement idiots. Ils sont capables de monter une manœuvre. Mais c'est vrai que sans le soutien américain, ils ne tiendraient pas. Bon, mais donc, le président Zelensky donc dit oui en 2023, parce qu'il sait très bien que les Occidentaux sont impatients, que 2024 va être une année difficile. Élections aux États-Unis, élections en Russie, élections en Crimée. Ça fait quand même beaucoup de choses. Série d'échéances, en effet, diplomatiques et politiques. Donc, il faut essayer de remporter quelque chose. Alors, la victoire, qu'est-ce que c'est que la victoire? Je n'en sais rien. Ouais. Mais en tout état de cause, une offensive ukrainienne qui enfonce un coin dans les forces russes, les déstabilise et montre que l'Ukraine est capable d'aller, par exemple, jusqu'à la mer d'Azov, ça serait une grande victoire. Mais vous disiez aussi, en termes de temporalité, je vous ai lu et je vous ai écouté, que ça n'interviendrait pas forcément tout de suite. Non. Parce qu'il y a une temporalité aussi météorologique qui a toute son importance. Et d'ailleurs, je voulais vous entendre là-dessus sur la Rasputitsa, un terme peut-être que nos téléspectateurs ignorent, mais qui a toute son importance. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, écoutez, premier point, la fin de l'hiver, le début du printemps, c'est mars. En Ukraine, on dit c'est au mois de mars que le printemps arrive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a le dégel. Et le dégel, ça veut dire que la glace se transforme en eau. L'eau se mélange à la terre et ça devient de la boue. Et ça devient un phénomène qui englue complètement les forces. Alors, il y a un phénomène, en revanche, je ne suis pas météorologue, que je ne connais pas, c'est que l'hiver n'a pas été très froid, finalement. Et donc, on a vu des images de neige, on a vu... Oui, mais... Les températures, je les regardais, elles descendaient rarement en dessous de -5, hein, ouais. C'était à peu près ça. Donc ça veut dire, est-ce que la Rasputitsa sera importante ou pas? Ça, je ne sais pas. Et ça pourrait vraiment considérablement mais la Rasputitsa, c'est vraiment un problème, parce que les offensives blindées, on a vu des images de chars qui allaient dans les champs, etc. Ben là, ils ne peuvent pas. Tout bêtement, ils ne quittent pas les routes, ils ne quittent pas les itinéraires, parce que sinon, ils se plantent. Et même avec des chenilles, quand vous plantez avec des chars, je suis un tankiste, je peux vous dire, vous mettez longtemps avant de vous en tirer. Vous êtes une cible particulièrement identifiable. Donc, la Rasputitsa est importante. Donc, soit l'offensive a lieu maintenant, soit elle a lieu après, c'est-à-dire en mai-juin. Dans 3 mois, 4 mois. L'avantage en 3 mois, c'est qu'il y aura aussi les renforcements en blindés qui seront arrivés. Les chars? Que les unités auront été formées. J'écoutais hier le chef d'état-major de l'Union européenne qui disait qu'on formait 15 000 hommes, on formait des brigades. Les Britanniques en forment 10 000, les Américains en forment. Donc il y a des brigades blindées qui sont formées et qui feront une réserve qu'ils pourront être engagés à ce moment-là dans le combat. Donc voilà, c'est l'alternative, soit maintenant tout de suite avec les moyens dont ils disposent, soit dans 3 mois avec les nouveaux moyens et lorsque le sol le permettra. Parce que ces livraisons d'armes aujourd'hui sont cruciales, elles pourraient faire basculer le conflit aussi, ces chars notamment occidentaux. Les Allemands, les Américains ont dit qu'ils le feraient, mais vous le disiez, c'est très important à souligner. Cela met du temps à arriver. Il y a les paroles, et entre les paroles et la livraison, ça peut s'écouler des semaines et des mois. Le club des léopards, comme on l'appelle, a quelques
met quelques temps avant de savoir combien ils fournissent de chars, comment ils forment, quelle est la logistique qui vient derrière, les munitions, le carburant, etc. C'est compliqué à monter. Washington, j'en parlais, a annoncé hier soir l'annonce de nouvelles aides à l'Ukraine, la fourniture notamment de munitions. C'est indispensable aujourd'hui, vous le disiez aujourd'hui, pour les Ukrainiens dans ce conflit, ces aides militaires, financières, l'apport de munitions. Sans cela, cette guerre ne peut pas se dérouler. Bien sûr, l'Ukraine a utilisé pour l'instant toutes les munitions qu'elle avait de l'époque soviétique, soit qu'elle a pris aux Russes, puisque les Russes en ont abandonné pas mal, soit qu'elle a eu des pays de l'Est, ancienne pacte de Varsovie, qui avaient des stocks. Mais maintenant, on lui a versé d'autres matériels. Un exemple, les canons type soviétique, c'est 122-152, le calibre. Les occidentaux, c'est 155. Donc les munitions ne vont pas dedans. Donc il faut fournir des munitions. Or nous, Européens en particulier, depuis 25 ans, dividendes de la paix, on avait des munitions que pour s'entraîner, pas pour faire la guerre. Là aussi, il y a un changement de doctrine, d'approche. Mais là aussi, l'Europe a été incroyable. La facilité européenne de paix, dont on parlait depuis longtemps pour équiper des pays africains. Pas d'armement létal. Maintenant, on est en train de mettre un fonds au sein de la Facilité européenne de paix pour fournir 250 000 au but de 155. Et c'est en ça que la guerre en Ukraine, ce conflit a considérablement changé aussi la face du monde et la manière d'approcher les choses. Enfin, le pacifisme béat des Européens s'est effondré. J'allais dire merci Monsieur Poutine. Il a ressuscité le temps, il a réuni les Européens et il a uni les Ukrainiens. Vous comprenez que ce discours puisse choquer, je ne sais pas, mais en tout cas interpeller. Non, mais je le dis à l'attention de tous ceux qui soutiennent la position de M. Poutine. Il était urgent. Ceux qui soutiennent M. Poutine, je leur dis, M. Poutine a réussi ce que les Européens ne pensaient pas, c'est-à-dire la guerre qui revient en Europe. Je le dis souvent, le 24 février, pour moi, était un cauchemar. Moi, je suis de la génération qui a préparé avant les années 90, face au pacte de Varsovie. Et on disait depuis 30 ans, c'est fini. Et non, ça revient. L'utilisation de la guerre en Europe pour obtenir un effet. Une forme de naïveté finalement entretenue, vous diriez ? Oui, on n'a pas vu. Je pense que le grand virage, c'est 2007, le discours du président Poutine à Munich. On ne l'a pas bien écouté. On n'a pas compris qu'il a dit maintenant ça suffit. On l'a bien écouté, médusé, mais on n'a peut-être pas bien entendu en conséquence. La rencontre entre Blinken et Lavrov hier, qui a duré une dizaine de minutes, on voit bien que le dialogue est impossible. Les verbatims des uns et des autres camps est assez éloquent en disant en gros que nous n'attendions finalement pas à ce qu'il y ait un changement à court terme. Il n'y a pas eu de négociation, dit la partie russe. C'est un dialogue aujourd'hui absolument impossible entre les deux parties. Et parce que le président Poutine pense toujours qu'il pourra gagner par l'outil qu'il a mis en œuvre, la guerre, par les armées. Or, il va je citais les réseaux russes de ce matin, disant si dans les 6 mois ça n'a pas bougé, il va bien falloir qu'ils se rendent compte que ça n'est pas possible et qu'il va falloir faire autrement. Mais aujourd'hui, Monsieur Lavrov, qui est un grand ambassadeur que j'ai connu à New York, est un homme extrêmement rude, extrêmement direct. Et donc, le dialogue, pour l'instant, ça ne se passe pas. Il fait partie des radicaux qui entourent le président Poutine ? Alors, écoutez, pour moi, ça reste un mystère. Parce que, quels sont les radicaux qui le sont de conviction ou qui sont parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement ? On a beaucoup parlé de M. Lavrov, son appartement à New York, sa fille qui vit à New York, sa volonté peut-être de quitter la Russie. Maintenant, c'est trop tard, c'est fini. Et il n'a pas vraiment le choix. Je ne dis pas qu'il ne le fait pas par conviction, je n'en sais rien. Général Trinquant, je voulais évoquer la résolution de l'ONU il y a une semaine tout juste, avec des abstentions notables, et on y reviendra, le rôle de la Chine, mais qui exigeait un retrait immédiat des troupes russes, appelant à une paix juste et durable. Sur la diplomatie en tant que telle, on voit bien qu'une telle résolution a valeur de symbole. Est-ce que vous parleriez de diplomatie ou incantatoire, ou que ça a encore un sens aujourd'hui, que l'ONU vote de telles résolutions ? Non, ça a un sens. Alors, ça n'a pas d'effet, parce que les résolutions de l'Assemblée générale n'ont pas d'effet. Il faudrait que ça soit pris au Conseil de sécurité. Et naturellement, au Conseil de sécurité, la Russie ne l'acceptera jamais. Mais, si vous voulez, quand vous regardez... Moi, je fais un parallèle, vous savez, avec les années 2003, où j'étais à New York, c'était la guerre en Irak, et il y avait la France qui tenait au Conseil de sécurité face aux Américains, et vous aviez la vaste majorité des pays qui étaient contre la guerre. Ben là, c'est pareil. Vous avez la vaste majorité des pays, 141,
qui ont voté la résolution, vous avez ceux qui se sont abstenus, et puis ceux qui n'ont pas voté. Et il n'y en a que 7 qui ont voté en faveur de la Russie. Donc on voit bien que le monde, globalement, contrairement à ce que racontent un certain nombre de réseaux sociaux, ne sont pas d'accord avec ce que disent les Russes. 7 qui se sont abstenus et qui se sont opposés, pardonnez-moi, et des abstentions, dont la Chine. Je voulais avoir un mot sur le rôle aujourd'hui que joue la Chine. Quelle est votre vision des choses, qui se pose en médiateur, qui en même temps va vendre des armes létales à la Russie Alors, le dernier point, aucune certitude. J'ai demandé, y a-t-il des armes fournies ? Pas d'informations. Il n'y a pas d'informations sur ce sujet. Sur la fabrication de drones kamikazes, notamment à grande échelle, tout ça Non, pour l'instant, c'est annoncé par les Américains, c'est annoncé dans la presse, mais il n'y a pas d'informations sur ce sujet-là. Donc, je pense que là, on a un vrai sujet. Maintenant, vous parliez de M. Blinken. Il était en Asie centrale. Or, ça vient après une réunion au mois d'octobre où le président Poutine a été chahuté par les pays d'Asie centrale. Donc, j'en reviens à cette résolution. Les pays d'Asie centrale se sont abstenus ou n'ont pas voté. Il faut faire revenir. Et quand on aura 7 oppositions et 160, 170 pour, ça va devenir compliqué pour les Russes. Et les Chinois ont un rôle à jouer là-dedans comme grande puissance.